Salut, c'est Tanguy de la boîte à bac. Dans la vidéo précédente, nous avons présenté la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne ainsi que son autrice, Olympe de Gouges. Et je te conseille vraiment de commencer par regarder cette vidéo-là avant de regarder celle-ci, car elle t'aidera à mieux la comprendre. Car aujourd'hui, nous allons approfondir 6 questions qui te permettront de pouvoir répondre à un oral ou une dissertation au sujet de cette œuvre. Voyons les 6 questions que nous allons traiter. Dans cette vidéo, nous allons aborder ces 6 questions. La Déclaration des droits de la femme est-elle une véritable œuvre littéraire? Quel est le registre principal de cette œuvre? Était-il nécessaire de rédiger une Déclaration des droits de la femme? Olympe de Gouges est-elle une figure précurseuse du féminisme? Connaissez-vous d'autres autrices féministes? Ainsi qu'une question bonus, super classique, en quoi la littérature permet-elle de transformer la société? Par ailleurs, n'oublie pas que nous avons créé un coffret de révision, le Kit Bac de français, qui te permettra de réviser de façon efficace et ludique et ainsi de t'améliorer dans cette matière. Plus d'informations sur notre site laboiteabac.fr. La Déclaration des droits de la femme est-elle une véritable œuvre littéraire? Certains pourraient dire que cette œuvre n'a rien de littéraire, car il ne s'agirait que d'une réécriture au féminin de la Déclaration des droits de l'homme, et que finalement, n'importe qui pourrait faire ça. Oui, mais non. Pour considérer qu'une œuvre écrite est littéraire, c'est-à-dire finalement artistique, il faut qu'elle réponde à 2 critères essentiels, l'originalité et l'esthétique. Eh bien ça tombe bien, car cette déclaration d'Olympe de Gouges répond bien à ces 2 critères. Alors on pourrait considérer que c'est pas original de faire une réécriture de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, en plus cette œuvre avait à peine 2 ans. Sauf que, dans le contexte de l'époque, c'est bien original. En effet, il fallait un esprit d'exception dans ce contexte-là pour considérer qu'il fallait une égalité hommes et femmes et pour oser le proclamer, qui plus est dans une réécriture ironique de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Mais surtout, cette déclaration n'est pas du tout une simple réécriture de la DDHC. Ainsi, ces transformations en changent le sens. Le préambule de la DDHC distingue les actes du pouvoir législatif et ceux du pouvoir exécutif. Chez Olympe, cela devient « afin que les actes du pouvoir des femmes et ceux du pouvoir des hommes ». La distinction femmes et hommes surpasse la distinction entre le pouvoir législatif, exécutif et judiciaire. L'article 4 de la DDHC, la liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui, devient la liberté et la justice consiste à rendre tout ce qui appartient à autrui. Le sens change. L'ajout de la justice dans un sens de justice sociale souligne une obligation qui dépasse pour elle le droit de faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. En écrivant que la liberté est de rendre ce qui appartient à autrui, elle signifie qu'il faut rendre aux femmes leur dignité et surtout leur liberté. Dans l'article 6, le droit de concourir à la formation des lois devient une obligation. Les citoyennes doivent concourir à la formation des lois. Un petit changement qui change tout. Un droit devient une obligation qui s'adresse au peuple, mais également à l'État, qui doit mettre en place tous les éléments afin que les femmes, elles aussi, puissent voter. Et de nombreuses autres petites modifications qui transforment profondément le texte. Car chez Olympe de Gouges, l'art est dans le petit détail, la petite formule qui change, mais qui trouble profondément l'ordre établi. De plus, Olympe de Gouges, elle a vraiment le sens de la formule. Je t'offre un exemple. Ce sexe, autrefois méprisable et respecté, est devenu depuis la Révolution respectable et méprisé. Comme tu le vois, c'est un chiasme avec une construction AB, B', A', qui souligne par une inversion un changement du statut de la femme, mais qui reste néanmoins déconsidéré. Et la prochaine question va me permettre d'approfondir encore davantage son talent littéraire. Quel est le registre principal de cette œuvre? En une phrase, c'est une œuvre didactique et polémique avec une belle touche du registre satirique. Voyons ça. Je te rappelle qu'un registre, aussi appelé tonalité, est un ensemble de procédés ou d'effets que l'auteur utilise afin de produire une certaine ambiance ou encore créer une certaine émotion
chez celui qui le lit ou encore celui qui l'écoute. Olympe de Gouges reprend la tonalité didactique de la DDHC. Le registre didactique a pour mission d'instruire, faire réfléchir calmement le lecteur en s'adressant à sa raison. La Déclaration des droits de l'homme de 1789 se voulait didactique. C'était un moyen d'instruire le peuple sur ses droits. Pour cela, les députés qui l'ont rédigée emploient un langage très clair, des phrases simples, des transitions faciles. Chaque droit fait l'objet d'un article différent. Il fallait que le peuple comprenne facilement. Les phrases du présent de vérité générale et la tournure impersonnelle du texte donnent l'impression que tous les droits déclarés sont absolus, qu'ils ne peuvent nullement être mis en question. En reprenant cette formulation, Olympe de Gouges assoit le caractère rationnel de ses propositions, mais elle y ajoute également une tournure polémique. Le registre polémique permet d'exprimer son indignation par la provocation ou l'attaque des idées ou des personnes auxquelles on s'oppose. C'est un registre de combat. Elle provoque ses contemporains en plaçant toujours la femme devant l'homme. Ainsi, elle présente à l'article 2 les droits naturels et imprescriptibles de la femme et de l'homme. De même, elle inverse l'habituelle distinction sexe supérieur, sexe inférieur, écrivant que la femme est le sexe supérieur en beauté comme en courage. Elle emploie des formules d'insistance pour appuyer son propos. Dans l'article 2 toujours, ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et surtout la résistance à l'oppression. Par cet adverbe d'insistance, elle présente implicitement la condition des femmes comme une oppression qu'il faut à tout prix combattre. Elle provoque, par des questions rhétoriques et des phrases injonctives, c'est-à-dire des phrases exprimant un impératif, à la fois ses adversaires et ses destinataires. Elle commence ainsi par apostropher les hommes. « Homme, es-tu capable d'être juste ?» Puis, au postambule, elle s'adresse aux femmes, leur reprochant de ne pas se rebeller contre ce qu'elle considère être une forme d'esclavage. Enfin, pour appuyer son œuvre polémique, elle emploie le registre satirique qui vise à dénoncer une réalité ou une idée en amusant le lecteur par une critique moqueuse. Son ironie se perçoit par des petites retouches. L'article 10 de la DDHC, « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions fondamentales », devient « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même fondamentales ». Par cette transformation ironique, elle fait percevoir les dangers qui pesaient sur la liberté d'expression malgré la déclaration de 1789. Autre exemple d'ironie dans ce mot d'esprit, toujours à l'article 10. La femme a le droit de monter sur l'échafaud. Elle doit avoir le droit de monter à la tribune. Remarque ce beau parallélisme qui souligne l'hypocrisie des révolutionnaires. Était-il nécessaire de rédiger une déclaration des droits de la femme? Alors, je vais peut-être t'étonner, mais en principe, non, ce n'était pas nécessaire. La formulation de la Déclaration des droits de l'homme utilise de l'homme et non des hommes. Le de l'homme signifie que ça a un caractère universel, que ça s'applique à la fois aux hommes et aux femmes. Donc dès lors, les femmes avaient en principe les mêmes droits que les hommes, il n'était pas nécessaire de rappeler leurs droits en plus. Cependant, cette formulation universelle n'était pas respectée. Dans la pratique, les femmes jouissent de la plupart des droits civils. Elles ont le droit à un procès équitable, elles ont la liberté de culte, la liberté d'expression, la présomption d'innocence, ce genre de droits-là. Mais en matière de droits politiques, elles sont considérées comme des citoyennes passives, c'est-à-dire qu'elles ne peuvent pas elles-mêmes voter. En gros, dans l'esprit des révolutionnaires, elles sont bien citoyennes, elles sont bien représentées, mais elles sont représentées par leur mari ou par leur père qui, eux, sont des citoyens actifs. Et c'est là que la déclaration d'Olympe de Gouges remplit un véritable rôle politique. Elle considère que les femmes font pleinement partie de la nation, donc qu'elles doivent pouvoir participer à l'élaboration des lois. Si elles ne peuvent pas participer en tant qu'électrices ou en tant que députées, alors ces lois et cette constitution n'ont aucune valeur. Ainsi, écrit-elle dans l'article 16,
La Constitution est nulle si la majorité des individus qui composent la nation n'a pas coopéré à sa rédaction. Ainsi, la loi, et à plus forte raison la loi suprême, la Constitution, n'ont pas de valeur si les femmes n'ont pas été mises à contribution. Par ailleurs, cette déclaration rappelle les nombreux droits civils dont les femmes ne bénéficient pas en pratique. Dans l'article 14 consacré aux impôts, elle mentionne que les femmes ne doivent et ne pourront y contribuer que si elles peuvent gagner autant d'argent que les hommes et accéder aux mêmes emplois. À noter d'ailleurs que si les femmes ont quand même obtenu une amélioration de leurs conditions durant la Révolution, Napoléon, dans son Code civil en 1804, les soumet à nouveau à l'autorité de leur père ou de leur mari et elles ne peuvent plus toucher directement leurs revenus. C'est l'homme de la famille qui le perçoit à leur place. Ce même Napoléon, qui a rétabli l'esclavage en 1802, qui s'est fait nommer empereur en 1804, un exemple de démocrate quoi. Ainsi, la déclaration des droits de la femme et de la citoyenne était importante, mais elle eut peu de succès à son époque pour plusieurs raisons. D'une part, la plupart des femmes et des hommes ne se préoccupent pas, voire sont hostiles, à une égalité entre femmes et hommes. Ainsi, l'article de Condorcet de 1790 de l'admission des femmes au droit de cité, dans lequel il réclame que les femmes puissent avoir les mêmes droits politiques que les hommes, ne connut que très peu de succès, alors même que Condorcet était un des acteurs majeurs de la Révolution. D'autre part, l'œuvre d'Olympe de Gouges n'a été publiée qu'à 5 exemplaires. 5 envoyés à l'Assemblée législative pour qu'ils le lisent et puis qu'ils puissent en discuter en chambre politique. Donc, dans ces conditions-là, c'est pas étonnant que le peuple ne s'y soit pas attardé, vu que le peuple n'a même pas eu l'occasion de vraiment le lire. Avec si peu d'exemplaires publiés, c'est finalement assez logique qu'il n'ait pas eu un énorme impact. Et d'ailleurs, c'est même un miracle qu'on en ait encore des traces aujourd'hui. Olympe de Gouges est-elle une figure précurseur du féminisme? Le terme féminisme n'apparaît qu'en 1872 sous la plume d'Alexandre Dumas fils, qui utilisait ce terme d'une façon très péjorative d'ailleurs. Ainsi, on ne peut pas qualifier de féministes les auteurs qui sont apparus avant cette époque-là, puisque le terme n'existait pas encore. Cependant, il existait déjà, même avant Olympe de Gouges, des auteurs pour défendre les droits de la femme. Christine de Pisan, dès 1405, publie La Cité des Dames, une œuvre incroyable. Dans ce récit, l'autrice se met en scène, consternée par la vision misogyne que les hommes ont de la femme. C'est alors que la raison, la droiture et la justice viennent l'aider à créer une cité idéale à l'abri des hommes. Toutes les grandes femmes du passé deviennent les pierres qui protègent cet incroyable édifice. Mais l'auteur n'imagine pas seulement une cité construite des qualités des femmes, elle y livre une réflexion sur la féminité et la place de la femme dans la société. Ainsi, bien avant que Simone de Beauvoir n'écrive « On ne naît pas femme, on le devient », elle remet en question la supposée infériorité des femmes sur le plan intellectuel, se demandant si ce n'étaient pas les clichés véhiculés sur elles qui les conduiraient à se considérer comme inférieures à l'homme. Elle observe par ailleurs une diminution du rôle des femmes à son époque et elle tente de s'y opposer, mais elle est bien seule. Sache par ailleurs qu'elle a écrit de nombreux traités de politique et de diplomatie. C'est vraiment une figure historique passionnante. Plusieurs autres femmes aborderont dès le XVIIe siècle la question des droits de la femme, telle Marie de Gournay en 1622 dans son ouvrage « Égalité des hommes et des femmes ». L'un des enjeux pour les proto-féministes du siècle des Lumières est l'accès à l'éducation, que les femmes aient le droit à la même instruction que les hommes. Mais un auteur comme Choderlos de Laclos, déjà connu pour les liaisons dangereuses, va beaucoup plus loin dans son texte de l'éducation des femmes. Pour lui, les femmes doivent avant tout opérer une grande révolution afin d'obtenir les mêmes droits que les hommes. Petit extrait. Venez apprendre comment, née compagne de l'homme,
Vous êtes devenu son esclave. Comment, tombé dans cet état abject, vous êtes parvenu à vous y plaire, à le regarder comme votre état naturel? Comment, enfin, dégradé de plus en plus par une longue habitude de l'esclavage, vous en avez préféré les vices avilissants, mais commodes, aux vertus plus pénibles d'un être libre et respectable. N'attendez point les secours des hommes auteurs de vos maux. Ils n'ont ni la volonté, ni la puissance de les finir. Et comment pourraient-ils vouloir former des femmes devant lesquelles ils seraient forcés de rougir? Apprenez qu'on ne sort de l'esclavage que par une grande révolution. Cette révolution est-elle possible? C'est à vous seul de le dire, puisqu'elle dépend de votre courage. Du vivant d'Olympe de Gouges, d'autres auteurs, parmi lesquels Louise Dupin, Nicolas de Condorcet, Mary Wollstonecraft, partagent également ces opinions qu'on pourrait qualifier de féministes. Olympe de Gouges n'est donc pas seule dans son combat, mais il faut bien la voir comme précurseur. Car alors que beaucoup de ces autres auteurs veulent que les femmes aient plus de droits, bien peu sont ceux qui disent qu'il y a une égalité absolue entre l'homme et la femme. Olympe de Gouges fait exactement cela dans sa déclaration. Elle précise que tous, hommes et femmes, ont exactement les mêmes droits et les mêmes devoirs. Je sais, je me répète beaucoup, mais c'est parce que c'est important. Connaissez-vous d'autres autrices féministes? Alors, il en existe bien sûr plein. Et tu peux en citer que tu as découvert par toi-même. Ne te fie pas uniquement à la liste que je vais te donner là. En revanche, si tu utilises des personnes comme Beyoncé par exemple, il faudrait que tu aies des arguments solides, car a priori, pour ton professeur, ce n'est pas l'une des figures majeures du féministe. Encore que, le petit texte qu'on te fait défiler là maintenant peut te donner des arguments pour pouvoir même utiliser Beyoncé. Voici 3 autrices féministes que tu pourrais citer. Mary Wollstonecraft. Cette romancière et philosophe anglaise publie notamment en 1792 Défense des droits de la femme. Dans cet essai, elle lutte pour que les femmes aient accès à la même éducation que les hommes. Et comprends bien le contexte. Talleyrand vient tout juste de proposer une loi devant l'Assemblée constituante par laquelle il propose de n'accorder aux femmes qu'une éducation domestique. En gros, leur apprendre à faire le ménage, à coudre et à s'occuper des enfants. Car à cette époque, les révolutionnaires commencent à prévoir le programme d'une éducation nationale. Mary, qui est en France à ce moment-là, s'attaque à ce double standard appliqué au détriment de son sexe. La vérité doit être commune aux 2 sexes, ou nous courons le risque de la voir sans effet. Tiens, au passage, Mary Wollstonecraft est la maman de Mary Shelley, l'auteur de Frankenstein. Je pense que tu en as entendu parler. Simone de Beauvoir. Il serait difficile d'évoquer le féminisme sans penser à Simone de Beauvoir. Cette philosophe existentialiste considère que l'identité féminine est avant tout une construction sociale, que c'est par leur éducation et l'image qu'on leur renvoie qu'on fait des petites filles des êtres différents des garçons, des êtres qui se considèrent comme un deuxième sexe, un sexe inférieur qui doit s'occuper avant tout des tâches domestiques, de l'éducation des enfants et du soin des grands-parents. Des tâches reproductives et non des tâches productives. Elle s'engage dans le mouvement de libération des femmes, publie Le deuxième sexe en 1949, qui compile ses pensées sur le statut de la femme et rédige une autobiographie, Mémoire d'une jeune fille rangée, qui lui permet d'analyser, au travers de son propre vécu, les normes sociales que l'on impose aux femmes dès leur plus jeune âge. Elle veut pousser les femmes à se révolter et révèle les mécanismes par lesquels les femmes contribuent à leur propre asservissement. Les femmes se forgent à elles-mêmes les chaînes dont l'homme ne souhaite pas les charger. Et la dernière, Kimberlé Crenshaw. Peu connue en France, il s'agit pourtant d'une pointure aux États-Unis,
à l'origine du concept d'intersectionnalité. L'intersectionnalité est l'étude de la situation de personnes qui subissent plusieurs formes de domination ou de discrimination. Ainsi, leur situation n'est plus juste une combinaison de ces discriminations. Lorsqu'un individu cumule plusieurs sources de discrimination, son oppression prend alors de nouvelles formes. Par exemple, pour une femme dans les colonies, son oppression ne prenait pas juste la forme de l'oppression, de la domination que les hommes des colonies pouvaient subir d'une part et que les femmes en métropole subissaient d'autre part. Leur oppression prend des formes qui n'existent pas dans ces deux cas. Par exemple, les femmes des colonies pouvaient subir des viols presque autorisés, étaient souvent utilisées comme instruments politiques par leur famille auprès de l'administration coloniale et faisaient l'objet d'un type très spécifique de contrat de mariage qui s'appelait le mariage à la mode du pays, qui en gros signifiait qu'elle devait fidélité, etc. à son époux, et par contre son époux, qui était un administrateur colonial, avait le droit de la quitter à tout moment, et une fois qu'il quittait son administration coloniale, en gros une fois qu'il revenait en France ou au Royaume-Uni, n'était plus du tout obligé de s'occuper d'elle. En s'intéressant à l'intersectionnalité, Kimberlé Crenshaw a ouvert tout un espace nouveau pour les féministes et pour, de façon générale, toute personne qui s'intéresse aux dominations et aux discriminations. En quoi la littérature permet-elle de transformer la société? Alors, pour la question bonus, je vais faire simple, je vais simplement t'offrir quelques pistes de réflexion. La littérature permet à son auteur de diffuser ses pensées, les faire circuler pour en convaincre d'autres. En écrivant sa pensée, l'auteur a l'occasion d'approfondir ses propres réflexions, d'aller plus loin dans son raisonnement. L'usage de procédés de rhétorique, tels les injonctions, les apostrophes, les questions rhétoriques, peuvent produire une tonalité combative, une tonalité polémique qui pousse le lecteur à l'action. La littérature peut permettre de justifier a posteriori des actions politiques déjà engagées afin de leur accorder plus de légitimité intellectuelle. La littérature peut être la source d'autres genres artistiques qui eux aussi diffusent des idées ou soudent un mouvement social. Par exemple, les chants répétés dans les manifs donnent un sentiment d'unité aux manifestants. La lecture, par sa nature lente et tranquille, pousse le lecteur à la réflexion bien plus que d'autres médias. Les écrits d'un auteur peuvent inspirer d'autres auteurs qui pousseront encore plus loin la réflexion et la lutte. Par exemple, il n'y aurait pas eu de Kimberlé Crenshaw sans Simone de Beauvoir avant elle, et probablement pas de Simone de Beauvoir sans des personnalités comme Olympe de Gouges et Condorcet. La pensée est un édifice merveilleux auquel chacun apporte sa contribution. J'espère que cette vidéo t'a intéressé et t'a donné plein de pistes de réflexion afin de nourrir tes dissertations ou un oral de français. Si tu as aimé, tu connais le principe. Abonne-toi ou bien lâche-nous un petit pouce bleu, partage la vidéo et pourquoi pas, si tu veux nous soutenir et également mieux réviser ton bac de français, commande un kit bac. En attendant, je te souhaite une très bonne journée, j'espère que tu aimeras nos autres vidéos et je te dis à bientôt.